Bien, bonjour à tous. En ce qui concerne les actualités fiscales qui ont pu être traitées au cours de l'année par l'Observatoire de la fiscalité de Transpost Marché ou qui seront traitées dans le courant de l'année prochaine, très rapidement, un petit sommaire très rapide. On parlera très rapidement de la loi de finances pour 2023, mais vous verrez qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. On verra quelles sont les nouveautés en termes d'obligations déclaratives de nos établissements en tant que tiers déclarants vis-à-vis de l'administration fiscale. Et on verra que là, les évolutions sont plus techniques que fiscales, mais elles sont assez impactantes. Je dirais un mot du groupe de travail que l'AMF a constitué en 2022 sur le PEA, mais je serai là aussi assez rapide parce que les conclusions de ce groupe de travail ne sont pas connues à ce jour. On parlera d'un sujet qui est assez classique pour nous, c'est les modalités d'application des retenues à la source et des conventions fiscales. Et là aussi, il y a des évolutions, mais qui viennent plutôt de l'Union européenne. On fera un petit point sur la fiscalité américaine et puisque c'est le fil rouge de cette matinée, on parlera également des obligations fiscales concernant les cryptoactifs. Voilà, l'Observatoire de la conformité vous en a un petit peu parlé. David vous parlera également du règlement MiCA, mais moi je vous parlerai du volet fiscal. Alors, le premier point concerne la loi de finances. Alors, en introduction, Pierre Jon vous parlait de son souhait qu'un jour on n'ait aucune actualité, aucune nouveauté à évoquer dans ce petit déjeuner. C'est vrai que là, cette loi de finances cette année est d'une pauvreté en termes de contenu assez remarquable. J'ai vraiment dû racler les fonds de tiroir pour trouver quelques points à vous évoquer ce matin. Pour les plus anciens d'entre nous, on versera une larme sur le compte épargne à long terme, ou le CELT, dont les dispositions sont définitivement abrogées dans le Code général des impôts. Alors ce produit, c'est le lointain ancêtre du PEA. Il remontait aux années 60, mais on ne pouvait plus faire de versement sur ces produits depuis 1982. L'an dernier, la DGT a fait un sondage auprès des établissements et il est apparu que plus aucun produit de ce type n'était vivant. Et donc, du coup, toutes les dispositions qui le concernaient ont été supprimées du Code général des impôts. Voilà, c'était ma petite page histoire du droit. De façon plus concrète, dans la loi de finances, le régime des mini-bons a été prorogé d'un an. Ce régime des mini-bons devait disparaître au 10 novembre 2022. Il est prorogé d'un an jusqu'au 10 novembre 2023. C'est une mesure de coordination en fait avec des dispositions de l'Union européenne. Alors, les conséquences fiscales sont de deux ordres. Pour ces mini-bons, il y a un régime qui permet d'imputer les pertes en capital subies en cas de remboursement des mini-bons sur les intérêts générés par d'autres mini-bons. Donc, ce régime reste applicable pour les mini-bons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023 et c'est les mini-bons souscrits jusqu'au 9 novembre 2023, s'il y a une petite différence, sinon ce ne serait pas drôle, restent éligibles au PEA-PME. Une nouveauté un petit peu plus significative concerne le régime de ce qu'on appelle les apports distribution, ou en bon français les spin-offs. Alors, ce sont ces opérations qui consistent pour une société donc, à filialiser une de ses activités, donc apporter une activité à une nouvelle filiale, et ensuite de distribuer les titres de cette filiale à ses propres actionnaires. Donc, au terme de l'article 115.2 du CGI, cette distribution n'est pas considérée comme un revenu imposable, mais en contrepartie, ces titres ont un prix de revient nul pour les actionnaires. Alors, ce régime de non-imposition et de prix de revient nul, il est de plein droit ou sur agrément dans certains cas pour les petits porteurs. En revanche, pour les actionnaires qui ont plus de 5% de la société apporteuse au moment de l'opération, jusqu'à présent, pour bénéficier de ce régime, ces actionnaires devaient conserver les titres de la société apporteuse pendant 3 ans.
Là, ce que la loi de finances apporte, c'est une exception à cette obligation de conservation, donc pour les actionnaires qui détiennent au moins de 5% de la société apporteuse, à la condition que ces actionnaires n'exercent pas, en dépit de leur participation dans la société apporteuse, une influence notable sur la gestion de cette société. Ce qui peut être le cas dans des configurations un peu particulières d'actionnariat pour des sociétés cotées. Et donc là, l'idée sous-jacente, c'est de dire on ne va pas imposer à des actionnaires qui ne contrôlent pas la société en dépit de leur participation supérieure à 5%, et qui n'ont pas eu d'influence, en fait, qui n'ont pas participé à la décision concernant cette opération, on ne va pas leur imposer une obligation de conservation de 3 ans des titres. Donc bon, bien, il faudra voir les commentaires de l'administration sur la façon dont on peut apporter la preuve qu'on n'exerce pas d'influence notable sur la gestion de la société. Et puis la dernière disposition que je voulais vous signaler concerne c'est un peu un marronnier depuis plusieurs années. Donc, c'est la réduction d'impôt pour investissement dans les PME. Le taux de droit commun de cette réduction d'impôt, c'est 18%. Depuis plusieurs années, il est prévu un taux majoré de 25%, mais qui à chaque fois est subordonné à un aval de la Commission européenne dans le cadre de la réglementation des aides d'État. Donc, tous les ans, le gouvernement dépose le dossier auprès de l'administration auprès de la Commission européenne. Et une fois qu'on a l'accord de la Commission européenne, il y a donc un décret qui est paru. Et entre la publication de ce décret et le 31 décembre de l'année considérée, on a droit à ce taux majoré de 25% de réduction d'impôt. Donc, ce sera encore le cas en 2023. Simplement, le gouvernement devra présenter au Parlement un rapport sur l'efficacité de cette mesure et éventuellement, le gouvernement sera peut-être amené à proposer d'autres mesures visant à renforcer les fonds propres des entreprises et des PME en particulier. Donc vous voyez que cette loi de finances, qui est normalement le canal habituel qui alimente l'actualité fiscale, cette année est particulièrement peu riche. Alors on peut s'en féliciter parce que finalement, par exemple, le PFU est en vigueur depuis 2018 et il fait preuve depuis d'une stabilité assez remarquable. Il y a eu des tentatives cette année pour un PFU majoré à 35% sur ce que certains appelaient les super dividendes. Bon, le gouvernement s'y est opposé et cette mesure n'a pas été adoptée. Alors l'actualité, du coup, elle est donc pas législative, elle est plutôt technique et administrative, en tout cas pour l'actualité française, puisque les établissements payeurs, donc nos établissements en tant que teneurs de compte, en tant que dépositaires, euh, ont des obligations dites de tiers déclarants vis-à-vis de l'administration fiscale. Ça concerne l'IFU, ça concerne toutes les déclarations liées aux échanges automatiques d'informations et à FATCA, dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Plus plein d'autres déclarations, la plus proche d'entre elles étant la déclaration des transactions sur l'or, par exemple. Jusqu'à présent, donc ça se faisait sur un portail dit TéléTD qui se trouvait sur le site impôt.gouv dans un espace un peu particulier. Euh, L'administration a fait le choix, pour des raisons de modernisation de son outil, de déplacer ce portail TD dans l'espace professionnel de nos entités sur impôt.gouv. Donc ça s'applique pour la première fois donc cette année 2023 pour les déclarations qui portent sur les revenus de 2022. Alors tout au long de l'année 2022, il a fallu vérifier du coup que les personnes qui avaient accès à ce portail TéléTD dans nos établissements avaient conservé leurs accès dans cet espace professionnel impôt.gouv pour faire ces déclarations. L'administration d'ailleurs a fait une sorte de nettoyage automatique de ces accès au mois de novembre 2022, euh, sans qu'on ait bien eu conscience peut-être de la portée et de l'importance qu'aurait ce nettoyage, ce qui fait que certains d'entre vous ont peut-être eu une frayeur le 15 novembre 2022 au moment de déposer la déclaration 2777.
Et pour certains d'entre vous, il a peut-être fallu restaurer un peu en urgence les accès pour que la déclaration puisse être faite en temps et en heure. Bon, a priori, il n'y a pas eu d'incidents qui ont été remontés sur le sujet, mais je crois que certains d'entre vous se sont fait un peu peur sur le sujet. Et là aussi, on a tous, enfin, ou certains d'entre nous sont un petit peu inquiets en ce moment, puisque donc la DGFiP a ouvert une période de test dans ce nouvel environnement au mois de décembre, notamment pour qu'on puisse tester nos déclarations IFU, qui sont à déposer pour le 15 février. Pour les établissements qui se sont livrés à l'exercice au mois de décembre, ça n'a pas été totalement concluant parce que les dépôts de déclaration en test ont relevé un certain nombre d'anomalies qui provenaient plutôt de la DGFiP, avec des problèmes liés à la volumétrie des fichiers, avec des comptes rendus de retour sur les déclarations test qui signalaient des anomalies qui ne semblaient pas pertinentes par rapport aux déclarations test déposées par les établissements. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on est le 18 janvier et que, à ma connaissance, toutes ces anomalies ne sont aujourd'hui pas résolues. Donc, j'invite vos établissements qui n'ont pas encore fait de déclaration de test pour l'IFU à le faire très rapidement et à regarder comment ça fonctionne et à remonter auprès de France Post Marché et de la FBF les éventuelles anomalies qu'ils constatent pour qu'on puisse les remonter très vite à la DGFiP. Voilà, donc là, pas encore d'alerte rouge, mais quand même un sujet de vigilance sur la déclaration IFU à déposer pour le 15 février prochain. C'est très important parce que derrière l'IFU, vous savez que l'IFU, l'administration l'utilise pour remplir nos déclarations de revenus, pré-remplir nos déclarations de revenus, des revenus de capitaux mobiliers. Donc c'est un sujet extrêmement important. Alors, dans les évolutions que l'administration voulait apporter dans nos déclarations tiers déclarants, il y avait d'autres évolutions qui avaient été annoncées par la DGFiP. C'était le projet CIR rénové. C'est un projet qui vise à moderniser le dispositif de collecte et de données des tiers déclarants et qui impactait notamment le format des adresses que nous renseignons pour nos clients. Et puis il y avait un deuxième projet qui était un service dit Service Plus, qui visait à ce que l'administration nous signale de façon plus rapide et efficace des anomalies non bloquantes qu'elle aurait constatées sur l'identification de nos clients. Alors, ces deux services qui initialement devaient entrer en vigueur en 2024 sur les déclarations portant sur le revenu 2023, la DGFiP a annoncé qu'ils étaient reportés à une échéance ultérieure. Donc, il y a encore des travaux que la DGFiP devra faire sur le sujet. Et puis l'autre point que je voulais vous signaler, c'était les déclarations au fichier FICOBA, le fichier des comptes bancaires, dans lequel nous signalons toutes les ouvertures, modifications et fermetures de comptes. Donc aujourd'hui, on fonctionne sur un format technique qui s'appelle le FICOBA 2, qui va être modernisé. Il va y avoir un fichier, un format dit FICOBA 3, qui va entrer en vigueur dans le courant de l'année 2024. À cette occasion, la Direction générale du Trésor a souhaité remettre à plat un certain nombre d'évolutions réglementaires. Il existait un certain nombre de tolérances qui permettaient de ne pas déclarer certains comptes, et notamment les comptes titres, où on pouvait ne déclarer que le compte espèce auquel le compte titre était rattaché. La DGT donc souhaite remettre à plat ces tolérances. Et donc, il est probable qu'il y aura des évolutions sur le sujet, des évolutions réglementaires. Donc, on devrait en savoir plus dans le courant de l'année 2023. Donc, voilà pour ces obligations tiers déclarants. Alors, toujours pour le côté français, avant qu'on parte à l'international, je voulais évoquer avec vous des travaux qui concernent le plan d'épargne en action
un produit qui nous occupe toujours beaucoup à l'Observatoire de la fiscalité. Alors là, on est un peu à la limite du fiscal et du réglementaire et des sujets de protection épargnants. Euh, la médiatrice de l'AMF a publié le 20 avril 2022 son rapport annuel d'activité portant sur l'année 2021. Et qu'est-ce qu'elle a constaté au cours de cette année 2021? En fait, c'est que les réclamations liées au PEA qui lui sont parvenues ont doublé au cours de l'année 2021. Elle a reçu donc environ 330 dossiers concernant le PEA. C'est devenu le premier motif de saisine de la médiatrice de l'AMF. Ces litiges portent, dans les 2 tiers des cas, sur des sujets liés au transfert de PEA d'un établissement à un autre. Et ces litiges portent fréquemment sur ce que le client a la possibilité de faire en période de transfert, et en tout cas sur sa perception de ce qu'il a la possibilité de faire. Et certains clients se sont plaints qu'ils ont eu le sentiment, enfin en tout cas la perception qu'ils avaient eue, c'est qu'une fois qu'ils avaient initié leur transfert de plan, ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus faire d'arbitrage sur le plan, qu'ils ne pouvaient plus vendre ou acheter de titres. Bon, pour certains d'entre eux, ils ont constaté que pendant cette période, les titres qu'ils avaient sur leur plan avaient connu une évolution boursière défavorable. Et comme ils pensaient qu'ils ne pouvaient plus vendre, ils ont estimé qu'ils avaient perdu une opportunité de sortir de ces titres à temps. Et donc, ils se sont plaints auprès de leur établissement gestionnaire de plan. Et la discussion n'ayant pas abouti, ils ont saisi la médiatrice de l'AMF. Donc c'est un des sujets de préoccupation de l'AMF sur ces transferts de plans. Un autre sujet, c'est que certains établissements, probablement très minoritaires, n'accepteraient pas sur les plans qu'ils gèrent tous les titres qui normalement sont éligibles au plan, et notamment les titres non cotés. Et là se pose la question de l'information du client sur ce que ces établissements acceptent ou non sur leur PEA. Et puis le troisième point que la médiatrice de l'AMF, et c'est T'es en mute, Vincent. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Oui. Il y a longtemps que j'étais en mute? 1 minute. D'accord. Donc je vais reprendre, pardon, je vais reprendre rapidement. Médiatrice de l'AMF, on t'a perdu, Vincent. D'accord, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais touché à rien, mais bon. Donc la médiatrice de l'AMF a publié donc en avril 2022 son rapport d'activité dans lequel elle a relevé que les réclamations liées au PEA avaient doublé en 2021, donc environ 300 dossiers, et que c'était devenu le principal motif de saisine de la médiatrice au cours de l'année 2021. Avec des litiges donc, qui portaient pour l'essentiel sur les transferts de PEA, et notamment sur la perception que les clients avaient sur ce qu'ils pouvaient faire en période de transfert sur leur plan. Et notamment, certains clients ont eu l'impression qu'à partir du moment où vous avez initié le transfert de leur plan, ils ne pouvaient plus faire d'arbitrage sur leur plan, et notamment dans le cas d'un titre qui connaîtrait une évolution boursière défavorable, ils avaient eu l'impression qu'ils ne pouvaient plus le vendre, qui pouvait être éventuellement défavorable à leur égard. Voilà, parmi les autres points que la médiatrice avait relevés, et en tout cas une proposition qu'elle avait faite, avec lequel je pense les établissements sont quand même globalement d'accord, c'était la possibilité d'instaurer une sorte de droit à l'erreur dans le cadre du PEA, notamment lorsque des titres qu'on souhaite acquérir sur son plan. Je suis pas sur les mots, tu sais de quoi je parle, tu me prends pour un imbécile ou quoi?
Donc, lorsque des titres qu'on souhaite inscrire sur les plans sont financés non pas à l'aide de fonds provenant du compte espèces, mais de fonds provenant d'un autre compte, ça peut résulter d'une simple erreur matérielle, une erreur d'aiguillage de l'opération. Bah, aujourd'hui, dans cette configuration-là, on ne peut pas inscrire les titres sur les plans. Et donc l'idée, ça serait, enfin la proposition de la médiatrice en tout cas, serait de permettre aux établissements et aux clients de pouvoir inscrire les titres sur le plan lorsque manifestement on est en présence d'une erreur d'aiguillage qui est pas intentionnelle et à condition de régulariser dans un délai très court. C'est la proposition que la médiatrice de l'AMF fait en tout cas. Donc à la suite de la publication de ce rapport d'activité de la médiatrice de l'AMF, l'AMF a annoncé au mois de septembre 2022 la constitution d'un groupe de travail. Donc vous avez probablement vu le communiqué de presse qui a été publié par l'AMF à cette occasion. Donc constitution d'un groupe de travail consacré aux difficultés rencontrées par certains épargnants dans l'usage de leur PEA. Alors ce groupe qui comporte une quinzaine de personnes, qui est présidé par Jacqueline Elinamer, donc qui est membre du collège de l'AMF. Donc il y a une quinzaine de personnes qui sont des représentants des établissements concernés, des gestionnaires de plans, donc banques traditionnelles et banques en ligne, des représentants des épargnants. La direction du Trésor fait également partie de ce groupe de travail. Et ce groupe de travail est appuyé par les services de l'AMF, notamment juridiques, et il sera amené à consulter la DGFiP sur différents sujets. Alors, France Post Marché est bien représenté dans ce groupe de travail par son vice-président, donc Jean-Michel Gergely. Alors, on sait que ce groupe de travail, il a travaillé tout au long de la fin de l'année 2022. Alors, à ce jour, nous ne connaissons bien évidemment pas les conclusions de ce groupe de travail. Son rapport devrait être publié plutôt vers la fin du premier trimestre 2023, une fois qu'il aurait été approuvé par le collège de l'AMF. Donc je ne peux pas aujourd'hui effectivement vous détailler plus les conclusions de ce groupe de travail, puisque encore une fois, nous ne les connaissons pas. En revanche, on peut s'attendre à ce que les sujets que j'ai évoqués précédemment et qui avaient été évoqués par la médiatrice de l'AMF seront très probablement traités dans ce rapport. Alors, je ne parviens plus à passer les slides. Merci. Voilà. Alors, on va partir maintenant, on a épuisé l'actualité française, et on va passer maintenant sur des sujets internationaux. Le premier sujet étant un sujet qui est classique pour l'Observatoire de la fiscalité, le sujet de l'application des conventions fiscales et des retenues à la source sur les revenus transfrontaliers. Alors, deux points que je voulais évoquer sur ce sujet. Un premier point de jurisprudence. Ça fait maintenant un an ou deux qu'on voit se développer une jurisprudence du Conseil d'État sur la notion de bénéficiaire effectif des revenus, notion qui est extrêmement importante parce qu'elle va déterminer l'application des conventions fiscales. Une convention fiscale ne peut s'appliquer que si le revenu, si on identifie correctement le bénéficiaire effectif des revenus et si on identifie son éligibilité à une convention fiscale. Et donc là, au cours de l'année 2022, il y a eu une décision importante du 20 mai 2022 du Conseil d'État, donc Société Planète. Et dans cette décision, le Conseil d'État a jugé que soit l'administration, soit le contribuable ont la possibilité de se prévaloir en fait, de la convention fiscale conclue entre la France et l'état de résidence de la personne qui est considérée comme le bénéficiaire effectif des revenus, malgré l'existence de versements à un bénéficiaire apparent
qui serait différent de ce bénéficiaire effectif réel. Donc là, l'hypothèse, c'était donc des redevances de source française qui étaient versées depuis la France à un bénéficiaire apparent. Alors dans un des cas qui était visé par cet arrêt, ce bénéficiaire apparent était à Malte, mais il est apparu dans l'instruction du dossier que le bénéficiaire effectif, en réalité, était en Nouvelle-Zélande. Et dans ce contentieux, l'administration a cherché à faire application directement de la convention fiscale qui existait entre la France et la Nouvelle-Zélande, et le Conseil d'État lui a donné raison. Donc voilà, donc jusqu'à présent, l'administration essayait de démontrer que le bénéficiaire apparent n'était pas le bénéficiaire effectif réel, et elle se contentait de remettre en cause l'application de la convention fiscale qui existait entre l'état de source et l'état des bénéficiaires apparents. Donc dans l'exemple de l'arrêt Planète, ça aurait été entre la France et Malte. Mais là, l'administration est allée un cran plus loin, c'est-à-dire qu'elle a cherché à faire application de la convention fiscale qui existait entre l'état de source, la France, et l'état du bénéficiaire effectif réel qu'elle avait identifié, donc qui était la Nouvelle-Zélande. Donc, on va voir quels sont les développements de cette jurisprudence dans le futur, sachant que pour nous, établissements payeurs, c'est un débat qui ne nous intéresse pas. C'est un débat qui est entre l'administration et le contribuable, les bénéficiaires des revenus. Nous, établissements payeurs, bien évidemment, on applique la convention à partir des documents que nous remet le bénéficiaire que nous, on connaît. C'est pas à nous d'aller chercher qui est le bénéficiaire effectif réel des revenus. C'est pas notre travail. L'autre sujet que je voulais évoquer, c'est les projets de l'Union européenne en matière de retenue à la source. Donc, il y a une initiative de l'Union européenne, de la Commission européenne, là aussi, qui se développe depuis un an ou deux, en vue de mettre en place un système commun à l'échelle de l'Union européenne pour l'application des retenues à la source sur les paiements de dividendes ou d'intérêts transfrontaliers. L'idée, la grande idée de l'Union européenne, c'est d'arriver à un système qui soit harmonisé dans l'Union européenne, qui, d'un côté, fluidifie l'application de ces retenues à la source, mais l'idée sous-jacente aussi, c'est de permettre aux autorités fiscales des différents États membres d'avoir plus d'infos sur ces flux, plus de déclarations, et de pouvoir échanger des informations entre elles et de coopérer entre elles dans un but là aussi de contrôle fiscal, de renforcement du contrôle fiscal et de lutte contre d'éventuels dispositifs d'évasion ou de fraude fiscale. Donc, sur le sujet, donc, il y a eu en 2022 une consultation menée par l'Union européenne, la Commission européenne, entre avril et juin 2022, sur un système. Cette consultation portait sur deux volets. Un système dit de relief at source, c'est-à-dire d'application des conventions fiscales dès le paiement des revenus, et un système de refund claim. Là, c'est lorsqu'on n'a pas pu appliquer les taux conventionnels ou les exonérations conventionnelles de retenue à la source au moment du paiement des revenus. Le refund claim, c'est la possibilité d'obtenir a posteriori un remboursement des retenues à la source qui ont été payées. Donc, France Marché a bien évidemment répondu à cette consultation, comme bien d'autres organisations professionnelles françaises, comme la FBF par exemple. Alors, suite à cette consultation qui était quand même, dont le champ était quand même assez ambitieux au niveau de la Commission européenne, on a eu vent en fin d'année 2022 de la poursuite des travaux de la Commission européenne, et on attend maintenant, là aussi plutôt en fin de premier trimestre ou en avril 2023, un projet de directive maintenant de la part de la Commission européenne. Simplement, ce qu'on entend dire de ce projet de directive, c'est que ces objectifs seraient beaucoup plus restreints et que ça porterait simplement sur une procédure dite de quick refund. Alors, qu'est-ce que ça vise, les quick refund? Ça serait simplement une procédure de remboursement a posteriori des retenues à la source qui auraient été prélevées au moment du paiement du revenu. Alors, simplement, il y a le mot quick. Alors,
Donc, ce serait un remboursement qui serait fait par l'établissement payeur entre le moment où il a prélevé la retenue à la source sur le revenu et le moment où il doit reverser cette retenue à la source à l'administration, à son état de source, à l'état dont il dépend. Donc en France, ça serait un remboursement qui aurait lieu entre le moment où l'établissement payeur a prélevé le revenu et a prélevé la retenue à la source, et le 15 du mois suivant, qui est la date de dépôt de la 2777 et de paiement de la retenue à la source correspondante à l'État. Donc voilà, un objectif un peu restreint. Pourquoi? Bah, parce que certains États membres seraient réticents à l'idée de mettre en place un système généralisé de relief at source. Euh, et on pense à des États qui ont été particulièrement touchés récemment par des grands dossiers euh, concernant l'application de retenue à la source sur des dividendes notamment un grand État voisin de la France. Euh, alors, par contre, ce qui est intéressant dans la proposition de directive qu'on attend de l'Union européenne, c'est qu'elle serait basée sur un certificat de résidence fiscale, donc qu'on appellerait un ITRC, Tax Residence Certificate. Ce qui serait intéressant, donc, ce serait qu'on aurait un certificat qui serait a priori normalisé et harmonisé au niveau européen et qui, en plus, pourrait être électronique. Donc tout ce qui irait dans le sens d'une digitalisation des procédures et d'une harmonisation des procédures au niveau européen irait dans le bon sens. En revanche, nous, évidemment, on serait très favorable à ce qu'on ait des procédures qui puissent inclure des reliefs de source ou des procédures de remboursement harmonisées au niveau européen, euh, mais digitalisées de façon à fluidifier le process. Euh, Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on entend dire des travaux de l'Union européenne, c'est que l'application du système dit TRACE, qui est un système donc promu par l'OCDE, dont je vous ai déjà parlé dans le cadre de ces petits déjeuners les années précédentes, a priori ne serait plus à l'ordre du jour. Alors c'est un système qui reposerait sur des auto-certifications de résidence fiscale qui seraient très proches du système américain Qualified Intermediary, et auquel on est, en tout cas au niveau de la place française, pas forcément très favorable parce qu'il accroîtrait de façon importante la responsabilité des établissements payeurs. Donc affaire à suivre, on va attendre le projet de directive de la Commission européenne. Alors, je vais vous parler de fiscalité américaine rapidement. FATCA, deux choses. Enfin, une chose rapidement, le sujet concernant les déclarations FATCA, le sujet qui pose difficulté depuis plusieurs années, c'est le sujet des clients américains que nous déclarons sans posséder leur numéro d'immatriculation fiscale aux États-Unis parce que ces clients ne nous les donnent pas. Et c'est notamment le cas des clients qui sont nés aux États-Unis, mais qui sont depuis retournés en France et qui n'ont plus de lien avec les États-Unis et qui n'avaient jusqu'à l'introduction de FATCA pas conscience qu'ils y restaient contribuables américains du fait qu'étant nés aux États-Unis, ils ont la nationalité américaine. Euh, donc sur ce sujet lancinant, l'administration américaine a publié en début d'année une nouvelle notice, euh, alors qui, c'est le côté favorable, précise que les établissements financiers qui n'arriveraient pas à collecter les TIN sur tous les clients qu'ils déclarent comme américains dans le cadre de FATCA pourraient ne pas être considérés comme défaillants de ce seul fait. Le côté moins favorable, c'est que pour bénéficier de cette tolérance, il faudrait accomplir de nouvelles diligences auprès de ses clients, donc continuer à leur demander leur TIN tous les ans, déclarer leur date de naissance, bon jusqu'à ça on le fait, effectuer dans leur fichier des recherches électroniques à la recherche des TIN. Donc là, ça fait des nouveaux développements. Il faudrait déclarer à l'IRS un code particulier qui expliquerait à l'IRS pourquoi on n'a pas le TIN de ses clients. Donc ça permettra à l'IRS de mieux comprendre le sujet. Bon, ça fait quelques années qu'on essaie de leur expliquer quand même pourquoi ça pose problème, mais bon. Et puis, ce qui n'est plus à notre main, c'est que les États concernés par le sujet, donc l'administration française en l'occurrence pour nous, devraient accepter de faire des efforts de bonne foi pour coopérer avec l'administration fiscale américaine
Et notamment, il faudrait que l'administration française informe nos clients concernés qui doivent nous donner leur TIN quand on leur demande, et que, par contre, on devrait confirmer le fait qu'on ne doit pas discriminer les clients américains, même s'ils ne nous donnent pas leur TIN. Bon, je ne développe pas ce point, mais ça va être encore un des sujets de l'année 2023. Bon, même si le nombre de clients déclarés sans TIN aujourd'hui se réduit progressivement, on n'est plus que sur quelques dizaines de milliers de clients au niveau de la place française. L'autre sujet de fiscalité américaine, c'est le régime Qualified Intermediary. Donc ça, c'est un régime qu'on connaît depuis une vingtaine d'années en France. En 2023, la plupart des établissements français devront renouveler leur agrément QI avec l'administration française pour une nouvelle période, donc 2023-2028. Ce renouvellement, il devrait être effectué sur le portail de l'IRS au plus tard le 31 mars 2023. La seule chose, c'est que ma connaissance, l'onglet qui permet de faire ce renouvellement n'est pas encore actif sur le portail de l'IRS. Donc, surveillez vos portails IRS et faites le renouvellement dès que l'onglet sera actif. Donc, il y a un nouvel agrément qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 et qui inclut de nouvelles dispositions qui concernent un régime assez spécifique, c'est le régime des Publicly Traded Partnerships, les PTP. Les nouvelles dispositions indiquent qu'un porteur de parts de PTP qui céderait ses parts depuis le 1er janvier 2023, en fait, serait soumis à une retenue à la source de 10% au profit du Trésor américain dès lors que ce partnership a une activité effective aux États-Unis. C'est principalement le cas de partnerships dans le secteur de l'énergie, notamment fossile, aux États-Unis. Et donc, en tant que QI, nous avons des obligations de retenue à la source et de documentation des clients porteurs de parts de partnership. Donc, c'est un des sujets qui nous occupe actuellement à l'Observatoire de la fiscalité. Et la difficulté étant d'identifier les partnerships qui rentrent dans ce dispositif. Et puis, dernier point que je voulais vous signaler rapidement, c'est que l'IRS a renforcé la sécurité informatique de ces portails QI et FATCA et qu'on a des obligations d'identification renforcées lorsqu'on veut se connecter sur ces portails. Et là où ça risque d'être compliqué, c'est pour faire la déclaration électronique des déclarations 1042 et 1042S. Et ça va rentrer en vigueur en septembre 2023 a priori. Et là, c'est un sujet qui va être compliqué parce que ça va peut-être nous imposer de passer par des intermédiaires aux États-Unis pour répondre aux nouvelles obligations d'identification. Il y a du lobbying en cours pour essayer d'alléger nos obligations sur le sujet. J'ai peut-être un peu débordé niveau horaire, je vais aller vite. Je vais finir par le sujet des cryptoactifs. Juste pour vous dire rapidement que on connaît depuis 2016 des échanges automatiques d'informations sur les comptes financiers. Et donc, ces obligations d'échange automatique d'informations vont être étendues par des initiatives de l'OCDE et de l'Union européenne aux opérations portant sur les cryptoactifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cryptoactifs? Selon l'OCDE, c'est les actifs qui utilisent une technologie de registre sécurisé par cryptographie. En gros, c'est des systèmes qui utilisent la blockchain. Et dans le cadre de l'Union européenne, la définition de ces cryptoactifs fera référence au règlement MiCA dont David va vous parler dans un instant. Les personnes qui seront soumises à cette obligation d'échange automatique d'informations, donc c'est les intermédiaires et les fournisseurs de services établis dans les États participants, qui permettent la réalisation de transactions déclarables. Donc c'est des brokers, c'est des dealers de cryptoactifs, des teneurs de wallets. Les transactions visées, c'est les échanges de cryptoactifs et de monnaie officielle, donc quand je convertis des euros en bitcoin ou l'inverse, mais aussi les conversions entre plusieurs formes de cryptoactifs et l'utilisation de cryptoactifs pour des achats de biens ou services supérieurs à 50 000 $ ou euros.
Et les diligences à accomplir, c'est un peu les mêmes que pour les échanges automatiques d'informations. C'est le recueil d'une certification de résidence fiscale, le contrôle de vraisemblance de cette auto-certification sur la base des diligences LML KYC. Et une fois qu'on a identifié nos clients qui font ces opérations sur les cryptoactifs, eh bien, les déclarer à l'État membre, à l'État dont on dépend, et ensuite il y a des échanges automatiques d'informations entre États. L'entrée en vigueur, tout ça va dépendre de l'adoption politique de ces dispositifs, tant dans le cadre de l'OCDE que de l'Union européenne. Mais au niveau européen, l'objectif de la Commission européenne, dans le cadre d'un projet de directive dit DAC 8, qui a été publié le 8 décembre dernier, ça serait une entrée en vigueur au 1er janvier 2026, avec une transposition qui devrait avoir lieu dans les États membres en 2025. Je voulais juste vous signaler pour conclure que cette directive DAC 8, elle ne traite pas que des cryptoactifs, elle renforce aussi de façon assez significative nos obligations concernant les échanges automatiques d'informations sur les comptes financiers, avec notamment beaucoup d'informations supplémentaires à déclarer sur les comptes financiers, notamment est-ce qu'il s'agit de comptes préexistants, de nouveaux comptes, est-ce qu'il s'agit de comptes joints, et si oui, combien il y a de co-titulaires, est-ce que ces comptes sont documentés par des autocertifications ou non, de quel type de compte il s'agit, compte de dépôt, compte titre, etc., assurance vie. Donc il va y avoir des impacts très significatifs en termes de développement informatique sur ces échanges automatiques d'informations liés à cette directive DAC 8. Et je vous invite vraiment à regarder le sujet de près parce que ces impacts doivent être anticipés. Voilà, pardon, je crois que j'ai un peu débordé sur l'horaire et je vous prie de m'en excuser. Mais si vous C'était avez au des contraire. questions, je vous écoute. Je vais te les transmettre. Donc, première question. Ce serait bien aussi dans le groupe de travail PEA de préciser les modalités de régularisation des PEA débiteurs en cas de non-réaction des clients. La sanction de la clôture est parfois excessive eu égard à un débit faible en montant. Alors effectivement, la règle aujourd'hui, c'est que si le compte espèce du PEA est débiteur, c'est une irrégularité de fonctionnement du plan et la sanction est malheureusement brutale et c'est la clôture du plan. La régularisation ne pourrait être envisagée qu'avec l'aval de l'administration fiscale. Et il est difficile de dire aujourd'hui quelle serait sa réaction vis-à-vis d'une telle proposition de régularisation. Une autre question pour toi, merci Vincent. Sur Trace, est-ce que l'on peut anticiper des actions unilatérales par d'autres juridictions, telles que la Finlande ou la Suède, indépendamment de l'initiative européenne? À ce jour, Trace n'a été mis en place que dans un seul État, la Finlande, depuis 2021, avec un succès que, d'après ce qu'on entend dire, qu'on va qualifier de mitigé. On a entendu parler effectivement d'un projet de mise en œuvre par la Suède. On n'entend pas parler à ce jour d'autres États qui envisagent à court terme de mettre en place Trace. Donc on ne semble pas sur le chemin d'une généralisation. Dernière question pour toi, Vincent, merci encore, de la part d'Antoine Vargas, que je salue, sur DAC 8. Est-ce qu'un établissement qui fait du fund administration de fonds ayant investi dans des cryptos sera considéré comme un intermédiaire et serait donc soumis à l'obligation de reporting d'informations? Alors probablement, le point qu'il faudra regarder, c'est si ça se situe dans le cadre du nouveau dispositif sur les cryptoactifs ou si ça se situe dans l'ancien système d'échange automatique sur les comptes financiers. Parce que là je comprends qu'on aurait une entité d'investissement qui donc déjà déclarée dans les échanges automatiques d'informations, mais qui investirait en totalité ou en partie en cryptoactifs. Et là, il faudra voir les dispositions de coordination entre l'ancien système d'échange automatique d'informations sur les comptes financiers et le nouveau système d'échange automatique d'informations sur les cryptoactifs. Et il y a des dispositions de coordination entre les deux pour éviter des doubles déclarations.
Il faudra voir dans quel cadre on se situe au cas particulier.